Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On continue comme tous les jours. On est le mardi 7, si ma mémoire est bonne. Et allons-y, on commence par le Bitcoin. Un petit coup d'œil en daily en supprimant toutes les informations. Voilà, donc ça se stabilise. Hier, un doji, cassure du plus haut et du plus bas de la bougie en cours. De nouveau, une pattern de survente. Donc voilà, c'est pas trop mal, hein, parce que le fait qu'on ait cassé le plus haut du chandelier, c'est pas si négligeable que ça. Le fait qu'on clôture pas sous le plus bas de ce chandelier, c'est aussi une bonne chose. Aujourd'hui sera probablement juge de paix, ou en tout cas si on reste entre les bornes plus haut plus bas d'hier. On reste donc sur un schéma plutôt neutre. Quoi qu'il arrive sur la partie Bitcoin, ce que j'ai dit hier est maintenu et toujours actif. C'est-à-dire que, eh bien, on est sur une oscillation positive de momentum qui arrive. Après, ce que j'appelle les momentum shakeout, c'est-à-dire qu'on passe d'un momentum complètement comprimé au plafond à un momentum comprimé au sud. Généralement, le marché va ranger entre ces deux bornes, mais le truc, c'est que comme là, on est très sensiblement sur une divergence haussière cachée, c'est-à-dire le précédent bottom, on est bien en dessous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une tendance haussière, voilà, clairement. Hein, je pense que ce sera une forme de range, mais il me semble que normalement, dans ces contextes-là, généralement, on casse très marginalement le sommet. Donc je reste toujours dans la dynamique actuelle, à savoir venir traiter cette zone des 8700, voire 9000, mais probablement guère plus haut sur le Bitcoin. Ça, c'est pas du tout annonciateur d'un marché haussier, mais plutôt le contraire. Sur la partie Ether, ça rebondit de la même chose, mais voilà, même structure ici, légèrement différente. Hein, là, ça va faire bientôt une semaine qu'on est sur le support. Toujours sous le joug de la pattern de survente, c'est-à-dire que vous voyez comme quoi les indicateurs font quand même bien leur boulot. Ici, on survend, momentum repasse positif, mais même chose, on n'arrive pas à décoller, mais on s'écrase-bouille pas non plus. Tous les jours se compriment de plus en plus. Ici, en 2 heures, on voit bien la structure en triangle. On va aller en parler juste après. Mais donc voilà, on revient sur BTC. Et donc ici, un peu la même chose, hein, on se comprime là aussi sur ce support. En daily, on donne un signal qui n'est pas nécessairement négatif. Donc comme j'ai dit hier, la cassure du plus bas est pas mal et la pattern d'exit sur momentum est pas dégueulasse non plus. C'est-à-dire que là, on a vraiment un momentum bear avec un double signal bearish, mais qui s'est produit absolument nulle part. J'ai dit qu'il était dangereux à trader ce signal du fait que on n'est pas sous une résistance. Si on avait fait un pullback ici, ce double bear aurait été très inquiétant. Le fait que le marché poursuive, baisse légèrement, déclenche une pattern exit, ça ne me déçoit pas, et surtout que les prix réagissent. Donc quand on est comme ça, avec un sine wave en opposition avec le momentum, généralement les prix ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ils vont partir dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, il n'y a pas d'occurrence statistique qui vous donne un avantage pour trader. Dans ce cas-là, le marché fait un peu ce qu'il veut. Là, le marché il a décidé qu'il arrêtait de baisser, et c'est pas pour me déplaire. Je préfère qu'il choisisse ce choix-là que l'autre. Maintenant, attention à ce qu'on ne nous imprime pas tout simplement un petit canal. Donc faites gaffe. Moi, je pense que tant qu'on reste au sein de ça, il ne faut pas non plus crier victoire. Si on arrive à en sortir, ce sera plutôt une bonne nouvelle. Ça voudra dire qu'on aura repris l'oblique daily brutalement pour au final s'en ressortir et s'en extraire un petit peu plus durablement. Ce qu'on a fait ici, on a réussi à en sortir par le haut, pullback. Bon, le marché ici décide d'enfoncer pour racler du stop, et évidemment ça repart. Tira peut-être. Tant qu'on reste sous cette oblique-là et sous ces zones-là, vous voyez qu'ici il y a beaucoup de zones résistantes, il va falloir les déborder. C'est-à-dire que ce que je vous avais mis hier, il faut le faire aujourd'hui. Je ne maîtrise pas le timing, encore une fois. Mais il va falloir se réextraire de ces zones, probablement revenir les tester en tant que support, et derrière essayer de s'en éloigner un petit peu plus. Donc c'est le schéma que je garde toujours en tête, c'est-à-dire toujours spéculatif sur les achats. Il est hors de question de passer sur des renforts quels qu'ils soient. Garder des expositions assez faibles et serrer les fesses. Hein. Je suis désolé pour l'expression, mais en gros c'est ça. Hein. Si vous prenez trop de risques, vous allez vous faire péter les stops à cause des pertes trop importantes. C'est le dialogue que je vous défends déjà depuis hier. Je suis navré de ne pas pouvoir ajouter des choses aujourd'hui. Il ne se passe rien et je ne peux pas faire de la musique s'il n'y a pas de partition. Voilà. Donc tout simplement, il faut attendre que les nouvelles notes s'inscrivent sur la partition et on pourra avancer. Tout simplement, pour l'instant, c'est de l'impro. Voilà. Donc, même chose ici sur la partie Ether en 2 heures, le fameux triangle. Qui me plaît beaucoup, c'est qu'en fait, on suit exactement la même structure que ce qu'on avait fait ici. C'est-à-dire un triangle. Évidemment, ici, tout le monde pense que ça va être bear. On attaque le triangle avec une grosse phase de baisse. Même chose ici, grosse phase de baisse. La compression en triangle, j'ai envie de dire, mais c'est limite, c'est un copier-coller de cette pattern ici. Vous voyez, la même oblique descendante, la même que vous aviez ici. Le marché touche 3 fois le côté résistant.
tente de percer le support, hein, vous voyez bien ici, hop, ça tente de percer le support, et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Et ben on a enfilé tout le monde à la hausse. Donc on va voir si c'est la même pattern qui se met en place ce matin. Sur la partie BTC, c'était la même chose, un double signal bearish comme sur l'Ethereum. L'Ethereum survend et terminé derrière, c'est-à-dire qu'ici, il tente de casser, ça survend, les mecs rachètent immédiatement. Donc on est au mieux dans de la neutralité, au pire, à l'aube d'un mouvement un peu plus brutal. En tout cas, on a tenté la sortie baissière, pour le moment ça ne passe pas. J'aimerais bien voir si la sortie haussière, réussit avec plus de facilité. Donc on verra tout ça, encore une fois sur la partie Ether, les pullbacks, tout comme sur la partie BTC, hein, les pullbacks ne garantissent en aucun cas le fait que vous pouvez mettre du levier. Il faut vraiment arriver à s'extraire au-dessus des zones résistantes et en faire des supports. Si on reste dans cette zone-là, c'est gros danger sur les parties Ether, Bitcoin, Ripple et compagnie. Donc, pas crier victoire trop vite. Si vous sautez sur les renforts en vous disant « Ouh, c'est gagné » et tout ça, je vous rappelle que les objectifs sont quand même relativement hauts. Entre ici et là, vous aurez tout le loisir de renforcer les positions. Donc, restez tranquille, tirez trop vite et appuyez sur la gâchette. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée quand on est dans un marché piégeux, volatile, et surtout en plus qui fait des triangles. Pardon, je finis mon café. Allez, on continue. Et on regarde le calendrier éco, c'est vrai que j'oublie un peu de le faire en ce moment. Inintéressant au possible. Voilà, pas de nouvelles sur la BRBA. Et que dalle aujourd'hui sur pas donc une journée inintéressante au possible sur les marchés classiques. On va faire un petit tour d'horizon. Je regarde s'il y a des choses qui sortent du lot. Alors, Facebook 4%. Comme quoi ça servait d'encaisser des gains. General Electric, ça bouge toujours pas. Twitter, moi ce qui m'attire c'est Apple. Ok, on va regarder rapidos Apple. Ok, ça bouge pas non plus. Je voudrais voir les signaux. Ok, toujours au sein du breakout, target dépassé. Donc là, je vous rappelle, là Apple, moi pour ma part, la stratégie maintenant, c'est que j'ai accepté de prendre 50% de ma perte pour l'instant. Je vais voir ce qu'il en est pour le reste. Et je ne reprends pas de conviction vendeuse tant qu'on ne revient pas chercher ces niveaux ici qui ont initié les breaks. C'est-à-dire que tant qu'on ne vient pas remettre en cause ce gap, en plus c'est un gap ouvert, hein, c'est-à-dire qu'ici on n'a même pas comblé, on garde un gap haussier dans une vague 5. C'est vraiment soit on n'est pas du tout dans une vague 5, soit tout ça c'est juste du gros excès à cono. On est bien sous des résistances ici, donc soit Apple ça plafonne et ça s'écroule derrière, et ça c'est ce que vraiment j'aimerais voir, et cette valeur-là est complètement rejetée par le marché. En fait je pense qu'en daily c'est plus parlant. Voilà, si on se met en daily, on voit bien ici, soit ici on est en train de créer un gros Iceland Reversal. C'est-à-dire, Iceland Reversal, normalement ça ne doit pas prendre plus de 1 à 2 semaines. On ne doit pas mettre plus de 5 à 10 bougies dans un Iceland Reversal. Donc si en fait on passe ici, on trade un peu, et que la semaine prochaine, pour une raison X ou Y, ça se passe mal, tout retombe, et on regape en plus la zone gapée à la hausse, là c'est Iceland Reversal sur un sommet historique, sur un prix intéressant, et surtout sur un départ de bulle. Ça voudra dire que Wall Street prend complètement à contre-pied le départ de bulle d'Apple. Puisque là on est clair, hein, je ne vais pas y aller par 40 chemins, on est bien en départ de bulle, on essaie complètement de déborder toutes les phases résistantes sur Apple, c'est-à-dire que ça c'est une consolidation dans laquelle on est depuis début 2017, après une phase de hausse complètement stupide. Je vous rappelle que quand même le dernier bottom en 2016, la valeur volait 90 $, on est à 219, enfin on est à 209, donc bon on est sur du tout simplement là sur une seule phase de hausse, hein, 130%, les profits n'ont clairement pas augmenté autant que ça. Mais comme d'hab, Wall Street s'en bat les couilles, ils anticipent la hausse des profits futurs en projetant ce qui s'est produit alors qu'on est déjà sur les plafonds de profitabilité. Enfin bon bref, c'est de la débilité pure et dure. Mais encore une fois, on ne lutte pas contre les voix de Wall Street quand ils sont stupides. Bon bref, ils tentent d'installer une bulle, ça c'est clair. Maintenant, si ça prend, effectivement, Apple, comme je vous dis, la seule limite sera l'imagination des traders. Surtout des traders, enfin des apprentis traders particuliers. Donc on verra. J'ai fait social media. Ok. Oui, bon, enfin bref, la guerre commerciale continue, mais ça, il va falloir le noter. Mais bon, effectivement, donc Baidu, hein, le Google chinois, qui tient toujours contre Apple chez eux. De toute façon, hein, la bataille est claire, hein, on en parlera un de ces jours, mais bon, j'essaie de vous occuper les émissions et de vous apprendre des choses quand il ne se passe rien. Donc pour l'instant, pour moi, c'est attendre que Apple
donne un signal de vente. Tesla, ça y est, ok, clôture sous le plus bas du jour précédent, bah, c'est parti, moi je vais reprendre du Tesla. Alors on va regarder en 2 heures si ça donne des signaux vraiment short ou pas. Non, donc rien à faire pour l'instant, moi j'attends sur Tesla, j'ai rien du tout. Mais ce premier signal là, bon, c'est soit consolidation pour aller légèrement plus haut et on racle. Normalement on n'ira pas plus haut que ça, hein, c'est clair et net. On est bien dans la zone rouge. Je ne vous cache pas, j'ai vraiment envie de shorter là tout de suite. Mais j'ai pas vraiment envie de me faire démonter si Wall Street part en bulle. Donc je vais pas m'attaquer à des valeurs de merde comme Tesla. Même si là clairement, retournement baissier comme ça en zone rouge avec clôture en bas, normalement ça je démonte tout comme il faut. Alors Facebook, ok, bon pour l'instant pas trop de sous-sailles, je pense qu'on peut revenir chercher des premières zones de résistance, là ici on avait traité un peu ça, je veux voir comment ça réagit par là. Sur la partie NVIDIA, ça se passe toujours pas très bien, on va voir, j'aimerais qu'on ne dépasse pas ça, pour vraiment rester sur une vague 1, 2, 3. Ouais, ça ferait vague 1, on a bien cassé un support, grosse vague 2. J'aimerais bien ici qu'on soit en sous-vague 1, qui a déjà repréparé à casser un support, qui irait faire une 3 de vague 3 derrière. Et alors là, ça chuterait en ligne droite sur Nvidia. Et j'aimerais que ça soit le cas pour la projection de ces earnings estimate qui sont à 1,66 contre 1,98. Donc en plus, on attend des chiffres en baisse. On les attend plus bas que le quarter précédent. Du coup, normalement, si en plus ils sont décevants, c'est double peine, ça devrait partir au sud. Netflix, je m'en fous pour l'instant. Twitter également. Ok. Donc ça, c'était pour la partie action. Maintenant, partie indicielle. On regardera le FX après, quoique non, on va le regarder maintenant. Allez, le gold, ça tient toujours son support. Ah, c'est très intéressant ça. Ça commence à devenir pas mal. Donc la même chose, hein, vous voyez, sine wave baissier, momentum haussier, les prix réagissent à la fois à sine wave, à la fois à momentum, c'est plutôt bon signe, ça montre qu'on trouve enfin un sentiment d'équilibre. Là on était boule contre bear, donc c'est pas mal. Mais il n'y a toujours pas de consensus qui se met en place au niveau des indicateurs. Moi je suis déjà dans le gold, donc je ne vais pas m'amuser à refoutre des cartouches pour me faire juste passer dans le rouge et me laisser gentiment me faire démonter par les vendeurs qui commencent à me péter les couilles sur cet actif. Mais c'est comme ça, il va falloir être patient. Le jour où je vais leur prendre les gains, ils ne vont pas le sentir venir, mais c'est comme ça. Alors le silver, même chose, ça travaille, ok. L'US Oil, allez, là j'ai un scénario qui va se mettre en place sur l'US Oil. Donc je pense qu'il va falloir reculer un petit peu tout ça, mais je pense qu'on est sur une phase de consolidation A, B, C. À surveiller, voilà, à surveiller. En tout cas, en l'état, soit on revient chercher le support, je dégomme, soit je vais chercher ici, proche de la target. Voilà, ça me donne une target dans la zone résistante que j'avais anticipée. Ici, on a bien des résistances obliques. Donc je dirais effectivement par là, ça me semble pas dégueulasse pour essayer de tenter des petites ventes sur le pétrole. Ok, GBP USD. Ah ben aussi on se réveille, il serait temps. Donc bien, on vient chercher le support, exit et ça part sur la haut. C'est pas mal là également. C'est pas mal du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce BINS alors ça faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il fout là, sine wave. Il n'y a même pas eu de cycle acheteur entre les deux. Bon, ok. Donc sine wave qui peine franchement à nous trouver des trucs exploitables là-dedans. Mais alors ça m'étonne, mais c'est pas normal qu'il me l'ait mise en rouge. Normalement c'est supposé être un cycle acheteur ça. Il faut que j'aille voir le code, je me suis peut-être chié là dans un truc. Bref, donc ici sine wave qui est potentiellement donc dans un cycle acheteur faible, et dans ce cas-là je pense qu'on est bien, on est sur support avec un momentum en exit, ça me paraît très intéressant, mais bon, encore une fois, il va falloir être très 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 prudent sur ces actifs-là, parce que lié au dollar, et parce que le dollar c'est un énorme problème pour l'ensemble des marchés en ce moment. Maintenant ici, trade line tout en bas, qu'on casse, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir besoin d'une petite poussée divergente derrière? Bon, je sais pas. Donc je préfère rester là également prudent. Sur l'euro yen, oh putain, mais c'est pas vrai, ils vont jamais nous le laisser tomber celui-là, hein. C'est incroyable. Alors évidemment, l'euro yen, ça leur plaît pas du tout aux Américains, hein, parce que si l'euro yen tombe, ça veut dire que les facteurs de risque, enfin, c'est un facteur de risque pour eux, l'euro yen. Donc ils veulent pas le laisser tomber, évidemment. Alors là, ils nous ont laissé 2 vagues de baisse, donc attention à ce qu'ils ne nous laissent pas juste enfumer par un triangle. Mais normalement, moi, tant qu'on ne revient pas franchir les résistances, je reste vert. Mais putain, normalement, on met un breakout, ça devrait suivre. Mais encore une fois, eh ben non, parce que Wall Street nous casse les couilles. Donc j'imagine que Wall Street a dû faire une belle journée hier pour qu'il nous enfume encore la tronche aujourd'hui. USD CNH, ça c'est intéressant. Voilà, allez, le dollar va peut-être nous foutre la paix, en tout cas contre le yuan chinois. Ça se présente pas mal. La UDNZD, franchissement de résistance et renfort exécuté. Bravo, magnifique.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la partie FX? Ce sera tout. Alors le yen, je vais regarder le yen index. Ok, bon bah c'est rien, il va juste falloir patienter un peu. De toute façon sur la partie euro-yen, j'attends que le yen prenne le relais maintenant. L'euro va probablement se calmer un peu, mais je veux voir le yen s'apprécier très fortement, et quand le yen sera en mode rocket bomb, là ce sera vraiment beaucoup plus intéressant sur notre partie euro-yen. Évidemment les Américains vont tout faire pour nous péter le timing, encore une fois, puisque ils sont encore en train de vendre cette putain de volatilité. On est à 11, c'est une aberration purement, c'est complètement fou, hein. Je ne peux pas vous le cacher. Avoir un VIX à 11, c'est du grand n'importe quoi. Mais on va essayer de chercher les raisons aujourd'hui. Ah bah c'est tout simple, voilà, c'est ça. À Shanghai, rebond en double bottom. Et bah ça évidemment, ça va plaire à Wall Street. Ils vont se dire chouette, les Chinois, ça va mieux. Donc c'est parti. Bah, nous, on aura évité complètement le risque et les consolidations. Du coup, on va pouvoir profiter de la hausse des marchés. Donc évidemment, tout le monde ce matin s'euphorise. Ça permet de détendre la zone européenne. Mais évidemment, comme Wall Street ne se tend jamais, mais profite de toutes les détentes, et bien évidemment, Wall Street pourrait en profiter pour monter. On en est où? On est pile poil sur ma zone de short. Et c'est parfait. Et ben moi, je vais y aller. Je vais aller shorter Wall Street ce matin, envers et contre tout. Rien à branler. Le stop ne coûte rien. Et je vais y aller sans problème. Allez, ce matin, la seule chose que je vais faire, ça va être shorter Wall Street et renforcer pour ma vague 2. On est venu ici chercher mon niveau max, hein, les 85,4. Si on dépasse ça, ça ne m'intéresse plus. Le stop pour moi, il va être par là, hein, sur mon prix d'entrée de la précédente position short. Donc théoriquement, juste à peine au-dessus. À ce prix-là, je m'en fous de mettre un renfort. Ça ne me coûtera que 100 balles si je me fais démonter. Et je veux bien prendre ce risque. Mais je vois que le dollar commence à se calmer un petit peu. J'aimerais voir le yen exploser et le VIX également. Maintenant, on ne va pas se leurrer, hein, encore une fois, il nous pète les burnes, c'est-à-dire cassure de tous les cycles. Dès qu'il y a un timing vendeur, il faut étouffer intégralement ce signal-là. Ce n'est pas possible. Wall Street ne baissera jamais. Ça, c'est le signal qu'on vous envoie. Maintenant, moi, je pense que Wall Street, je vous l'ai toujours dit, un jour, ils vont se prendre une patate et ils ne vont pas la voir venir et ça va leur faire tout drôle. Mais pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc toujours des scénarios ultra spéculatifs, impossible de mettre de levier, impossible de risquer plus de 2 à 3% de capital sur les invalidations si elles devaient arriver. Donc faites mumuse à Wall Street à la vente si vous voulez avec moi. Sinon, bah là ce qu'on vous donne en fait, encore une fois, c'est on vous met la pancarte, sens interdit, n'y allez pas, c'est pas possible. Si vous vous amusez à avancer, le gendarme américain va vous coller une grosse amende. Voilà ce qu'on espère vous faire penser. Donc en gros, voilà, le risque n'est pas possible à Wall Street puisque quoi qu'il arrive, il y a toujours un timing pour invalider les ventes. Enfin, il y a toujours un truc qui permet d'invalider les ventes. Soit on vend du VIX, soit les autres indices rebondissent et du coup Wall Street rebondit aussi. Mais quand les autres indices chutent, Wall Street ne casse même pas un support. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Laissez ces distorsions se mettre en place. Le jour où il faudra payer les pots cassés, je vous garantis que Wall Street se prendra beaucoup plus cher dans la récession qui arrivera que toutes les autres économies du monde. Tout simplement parce qu'ils auront fait les cons et qu'en plus, je vous le maintiens, ce seront les plus grands perdants. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi en guise de conclusion. Dans les cycles économiques, il y a toujours ce qu'on appelle des secteurs leaders. Et il faut toujours essayer d'anticiper quel sera le secteur leader. Le secteur de la tech, à l'époque, c'était quand même assez facile d'anticiper qu'après la bulle des années 2000, ça allait être le secteur porteur de croissance dans le cycle économique qui suivrait. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a un autre secteur de croissance. Évidemment, tout le monde ne jure que par la tech aujourd'hui, mais je pense que la tech, non seulement elle va passer côté chinois, et que donc c'est chez eux que la croissance tech va arriver, puisque tout simplement, après avoir produit la jolie tech américaine pendant 10 ans, autant vous dire qu'ils savent comment faire. Donc ils savent le faire moins cher et même mieux aujourd'hui quand on voit comment Samsung fait des téléphones et comment on voit que Apple n'est pas foutu de faire la moindre innovation technologique à part des caméras qui analysent ta tronche pour la foutre sur un smiley. Donc pas vraiment une innovation technologique, alors que comme je vous dis, Xiaomi, ça faisait déjà 2 ans et demi qu'ils faisaient des téléphones sans bordure. Donc voilà, les Chinois innovent là où les Américains ne savent plus trop quoi faire en termes d'innovation technologique. Et si vous réfléchissez, c'est toujours pareil, si vous voulez savoir ce vers quoi la technologie s'oriente, vous regardez tous les films de science-fiction et vous savez donc quels sont les rêves dans la tête de nos ingénieurs qui développeront les futurs outils de demain.
Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces projections futuristes? Toujours plus d'interaction avec les machines, toujours plus d'IA, toujours plus de robotique. Donc, vous savez ce qui sera innovant dans le secteur tech au prochain cycle économique, la robotique et l'IA. Donc, pour moi, l'IA, ce sera côté américain. Donc, c'est typiquement vendu pour Google. Donc, il ne faudra pas hésiter à prendre du Google, je pense, sur le prochain cycle économique côté américain. Mais ce sera probablement la seule secteur assimilable. Et encore, je pense que dans le temps, on dissociera la tech de l'IA. L'IA sera bien un secteur particulier et je pense que l'IA sera dominée quoi qu'il arrive par Google, mais ce sera probablement le seul dominant donc, de ce secteur tech IA américain. Moi je vois bien l'IA c'est pour les US, c'est eux qui vous fabriqueront entre guillemets vos smart homes et vos smart machins où vous pourrez parler à un joli robot toute la journée qui vous répondra beaucoup plus intelligemment que pouvait le faire Siri à l'époque. Mais voilà, ce genre de truc, donc je pense pousser l'IA niveau Google et peut-être un autre petit outsider, mais vu la puissance de feu de Google, ils le rachèteront bien rapidement. Côté chinois, bah, évidemment, tout ce qui sera smartphone, écran connecté, tablette, c'est chez eux que ça se fera comme avant. C'est-à-dire qu'Apple va se faire complètement démonter pour moi sur le prochain cycle économique. C'est l'exemple que je montrais hier à Pascal. Voilà, comme ça, c'est tout simplement comment casser le moral de tous les mecs qui pensent que Apple c'est the truc et qu'il faut quoi qu'il arrive en avoir. Voilà pour moi le destin d'Apple. Hein. C'est ça, c'est le destin de General Electric, c'est-à-dire qu'ils ont été dans un petit secteur très 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 fermé, Apple, le petit secteur de la hype de la téléphonie. Le problème c'est que ce secteur, bah, aujourd'hui, il est dominé plus par les Chinois que par Apple. Ils ont encore et ils s'accrochent encore à une petite clientèle stupide prête à payer 1000 € un téléphone, mais croyez-moi, ils sont de moins en moins nombreux et les ventes d'iPhone vont baisser de plus en plus dans les prochains mois. Et Apple n'a jamais retrouvé, enfin General Electric n'a jamais retrouvé son sommet de la bulle des années 2000 et je pense que ce sera la même chose pour Apple. Les 200 $, ça me semble être le maximum qu'Apple ne cotera jamais. Donc si vous achetez ces prix-là et qu'en plus vous vous dites derrière, quand ça va baisser, non, buy and hold, quoi qu'il arrive, Apple sera une entreprise du futur. J'aime autant vous dire qu'à mon avis, elle a joué tout ce qu'elle avait à jouer, Apple, et qu'elle va plus perdre du pognon. Elle va pas mourir, hein, encore une fois, General Electric n'est pas morte, mais elle n'a jamais retrouvé les prix qu'elle cotait aux années 2000. Voilà, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Et pourtant, General Electric, ça a été le top leader du S&P 500 pendant des années. Ça a été la plus grosse market cap également pendant des années. Voilà, hein, parenthèse, pour vous remettre un peu dans le contexte de la réalité, General Electric, c'est effectivement pour moi le destin d'Apple. Mais évidemment, tout le monde ne le sait pas encore, puisque comme à l'époque, General Electric, c'était le fleuron, le génial, le trop fort et compagnie. Donc voilà, hein, too big to fail, too big to sell, et ben voilà, vous voyez que, encore une fois, c'est surtout de belles conneries que vous entendez toujours. Donc voilà, pour moi, Apple, c'est clairement pas un truc dans lequel il faut investir. Par contre, investir dans ceux qui vont lui bouffer ses parts de marché, donc effectivement, Xiaomi, Huawei et toutes ces entreprises qui ont des parts de marché énormes à aller grappiller sur Apple et Samsung. Amazon, je pense qu'il faudra rester tout simplement. Le monde est toujours plus globalisé et mondialisé, donc miser sur du Amazon qui a un réseau de transport aujourd'hui absolument énorme, ça me semble toujours intéressant, surtout qu'eux, ils ont l'intelligence de commencer à comprendre qu'il faudra se diversifier dans le futur. Donc voilà, hein, Amazon, encore une fois, moi je vous le dis, il n'y a pas de souci, je mettrai du pognon là-dessus au prochain cycle, parce que là, il y a une intelligence de positionnement que clairement n'a pas Apple. Eux, ils surfent sur leur hype et ils vont bientôt se rendre compte que c'est débile de faire ça, mais c'est comme ça. Il faut faire les erreurs pour s'en rendre compte. Hein. Voilà. Apple, au lieu d'innover et de racheter des entreprises pour se diversifier, ils ont fait quoi? Ils rachètent leurs actions. Allez-y, faites ce que vous voulez, les gars. Voyez court terme, moi je vois long terme, et c'est pas vous que j'achèterai après. Voilà, et évidemment, il faudra trouver donc des petites boîtes pour la révolution robotique, donc pour la robotisation, et ensuite, évidemment, je pense qu'il faudra trouver une entreprise d'innovation dans le stockage électrique, c'est-à-dire les batteries. Et il faudra trouver des petites pépites, et ça, je pense très sincèrement que ça se trouvera côté émergent et ou côté chinois. Mais certainement pas côté américain, et certainement pas chez Tesla, qui se fera probablement démonter également sur le prochain cycle économique, puisqu'ils misent tout, eux aussi, sur leur petit secteur de niche, et qui ne comprennent pas qu'il faut diversifier quand on est niché, et qu'en plus de ça, on risque de se faire complètement destroy, parce que tout simplement, hein, le jour où on trouvera une nouvelle technologie de batterie, tout le monde fera du véhicule électrique.
et Tesla vendra comme ils vendent aujourd'hui, c'est-à-dire 1 à 2% du marché, et autrement dit, ils auront derrière 1 à 2% des parts de marché, ce qui veut dire que leur jolie valorisation actuelle, je vous rappelle quand même que ça vaut plus cher que Ford, ça vaut plus cher que General Electric, que General Motors, c'est du grand n'importe quoi Tesla, ça vend 1% des putains de véhicules, donc qu'est-ce qu'on achète encore une fois? On achète du PayPal, du SpaceX, on achète de la hype, on achète parce que ça vend, parce qu'une Tesla c'est joli quand on la voit dans la rue, honnêtement, les Model 3 elles sont juste ignobles, mais bon, ça on en parlera une autre fois. Donc voilà, bref, Tesla c'est encore de la hype, c'est comme Apple, c'est un truc où il ne faut pas mettre 1 € là-dessus, il faut les laisser se péter la gueule et regarder les petits particuliers qui les ont achetés pleurer. C'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur donc, le positionnement au sein du prochain cycle économique. Les secteurs sur lesquels il faudra évidemment investir, les petites pépites qu'il faudra dénicher seront pour moi dans le secteur robotique. Si vous êtes agressif, c'est là qu'il faudra chercher, parce que c'est là, à mon avis, que se trouvera la plus grosse valeur de croissance, que se trouveront les plus grosses valeurs de croissance au sein des prochaines années. Mais encore une fois, le problème, c'est que là, il va y avoir beaucoup de concurrence. Donc, c'est tout comme vos altcoins. Il va falloir miser sur des petites boîtes pas chères et espérer trouver la bonne. Mais il va falloir répartir le risque. Pas se dire, je sais que c'est eux qui vont gagner, je mets tout mon pognon là-dessus. Voilà, il faudra avoir une stratégie. Mais ça, on aura le loisir d'en reparler. Et encore une fois, mes stratégies d'investissement, je vous les partage intégralement avec la logique qui va avec. Mais tout ça, évidemment, on va déjà attendre que la récession pointe le bout de son nez. Encore une fois, personne ne la voit venir. Tout le monde pense qu'on va monter pour toujours. Mais c'est le grand classique habituel de toutes les fins de cycle. Donc, on va voir. Il faut attendre encore une fois que les Américains lâchent la bride. Avec un VIX à 11, autant vous dire que c'est pas pour tout de suite. Mais les junk bonds restent sous résistance. Donc, encore une fois, on a beau vous vendre du rêve, le rêve, il n'est pas suivi. Les taux remontent tout doucement et je pense qu'on ne va pas tarder à déborder les 3% de nouveau. Le marché du repo est toujours sous les 2%. Voilà, enfin bon, on est toujours sur les mêmes niveaux charniers. Le gold ne franchit pas son support. Donc encore une fois, vous faites comme vous voulez, mais moi je vois un marché qui, dès que les marqueurs de risque vont décoller, gold et compagnie, ce sera game over pour Wall Street. Le VIX, quoi qu'il arrive, sera recherché. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On fait tout pour se réinstaller sous les 12 et c'est extrêmement dangereux. Alors attention, là on est sur le VIX hors cotation. Je vous rappelle que le VIX, il cote qu'à partir de 14 heures. Ça, c'est un CFD que je regarde pour l'avoir en temps réel et avoir une perception du marché. Donc je m'attends à ce qu'aujourd'hui le VIX se reprenne un petit stress parce que ça m'étonnerait qu'on trade les 12 ou alors on va ouvrir sous les 12 et on va évidemment repartir de balles à la hausse. C'est pour ça que je pense qu'il faut vendre le Nasdaq. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Donc je surveille et je vais donc vendre le Nasdaq avant l'ouverture américaine puisque je pense que le VIX va se retendre assez rapidement. Question, pardon. Voilà. Alors, merci encore une fois Simon, pardon, je sais pas pourquoi je dis ça. Non, je fais pas de télégramme en français. Si vous voulez le télégramme, enfin si vous voulez du français, je le fais sur Twitter. Donc je fais plutôt le français sur Twitter et l'anglais télégramme. Ça donne envie de diversifier grave. Yes, ben oui, évidemment, il faut diversifier, c'est important, c'est extrêmement important. Alors, selon toi, quel impact aura un crash du Nasdaq sur les cryptos? Alors, question qui revient, mais tout le temps, il n'y a pas nécessairement de relation de cause à effet, mais je pense quand même que si. Mais j'aimerais voir. Voilà, je ne vais pas partir du principe qu'il y a nécessairement une corrélation, même si évidemment tout le monde pense que oui. Je pense qu'il y aura un effet de base dollar nécessaire, c'est-à-dire que si le dollar se pète la gueule comme je le pense, nécessairement tout ce qui est perçu comme valeur refuge contre le dollar sera recherché. Donc évidemment les cryptos, je pense, peuvent être un de ces marchés potentiels comme le gold et compagnie. Mais évidemment, là, on a tellement tiré sur le gold que je vous rappelle que là, on a potentiellement 15 à 20%, on va dire entre 10 et 20% de relais haussiers sur le gold. Ça peut totalement absorber l'intégralité des volumes vendeurs à Wall Street et des volumes de sécurisation. Et derrière, le reste, ça part sur des puts, sur des machins, sur des achats de TFBR ou des trucs comme ça. L'argent, il peut aller dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. C'est ça qui est gênant. Il y a beaucoup de moyens de se couvrir sur une baisse des marchés. Et effectivement, je pense que les cryptos seront perçu comme étant un moyen, mais plus par les particuliers. Et la grande question que je me pose, c'est de savoir si justement les institutionnels vont derrière le considérer comme tel, mais ça je ne pourrais le savoir qu'en voyant les volumes en cas de baisse à Wall Street.
Pourquoi prendre le risque de prendre du General Electric alors qu'en phase de crash ou de récession, elle trinquera forcément, elle aussi, pendant quelques mois? Eh ben non, c'est là où tu te trompes, mon cher Pierrot. Je pense que les sous-sous vont aller quelque part. General Electric, c'est souvent ce qu'on appelle même une valeur refuge. Alors pas dans les années 2000, évidemment, parce que c'était une grosse bubule. Mais voilà, si tu prends General Electric, en 2008, elle s'est fait dézinguer, encore une fois, parce qu'elle était bien pricée. Regarde le pricing aujourd'hui. Pour moi, General Electric, là, elle est juste en train de préparer un cycle haussier. Et malgré la récession, je pense qu'elle pourra être recherchée comme valeur refuge, tout simplement parce qu'elle est survendue. Pour moi, ça ne vaut pas 13 $, General Electric. Avec l'activité qu'ils ont restructuré l'entreprise, ils génèrent des profits. Quand tu vois, encore une fois, qu'une entreprise qui génère des profits et qui se fait l'effort de se restructurer, et encore une fois, quand tu te fais dézinguer par les investisseurs, on t'enlève le capital, c'est très très dur de restructurer. Moi, je pense qu'ils ont réussi un pari extrêmement difficile, et c'est surtout, encore une fois, à ce prix-là, bordel de merde, ça se paye, mais direct. Mais bon, le marché veut pas, il préfère acheter de la merde type Apple et Tesla à court terme. Ça les regarde, encore une fois, c'est vraiment pas grave. Moi, je m'en fous de ce que choisit le marché. Ce qui m'importe, c'est de savoir ce que moi, je veux faire. Je ne suis pas bêtement le marché comme un mouton, sinon vous le sauriez depuis longtemps. Donc voilà, moi je pense qu'ici, on a des signaux qui montrent que là, ils ont bien joué. Ils ont bien baissé, et je pense que là, en fait, on est tout simplement au stade où on en était là à l'époque. C'est-à-dire, soit on est ici au bottom, soit on a déjà fait les phases aplaties, et en fait, on se prépare déjà pour la création d'un nouveau cycle haussier. Je n'ai pas dit que ça allait partir comme ça, General Electric. Attention, ça va partir tout doux. Ça va être une première phase purement spéculative. Et hop, on vient chercher ces zones-là, ça revient chercher du volume. Il y aura des pullbacks, mais celle-là, je l'achète à long terme, c'est clair. Et elle, je vais probablement la foutre dans un portefeuille action pour ne pas avoir à payer du financement en CFD. Je vais probablement, elle l'a gardé 6-7 ans. Voilà. Parenthèse refermée. Autre question. Alors, il y a 2 semaines, tu disais que tu avais uniquement investi 1500 € sur les cryptos, sur 10 000 € projetés, actuellement 7500 € d'Ether. Je suppose 2500 € sur Bitcoin. Non, Bitcoin, j'ai 500 €. Ether, j'ai 7005, oui. J'ai toujours 250 sur IOTA et je dois avoir 500 sur Ripple, à peu près. Mais ça fait, oui, j'ai quasiment mis les 10 000. Voilà. Là, j'ai quasiment mis tout mon capital. J'ai mis tout mon capital. Je suis con, j'ai plus de liquidité là sur le compte Bitstamp. Les 10 000 sont partis. Je crois qu'il me reste 4 $, ou 4 €. Pardon. Évidemment, oui, je vais mettre plus que 10 000 €. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais le reste, je vais le faire avec du CFD. C'est-à-dire que là, moi, je renforcerai après en CFD. Là, pour le moment, j'ai mis mes 10 000, je laisse. Voilà. Mais encore une fois, si tu réfléchis, j'ai 50 000 € de capital. Donc ça veut dire que là, je suis toujours en très très net sous levier. Là, je suis en levier 0,2 en fait, en mettant 10 000 €, puisque je mets que 20% du capital. 10 000 par rapport à 50 000. Voilà. OK ? Et en plus, c'est moins que ça, parce que si je compte ces 10 000 € comme du capital, et ça en est, théoriquement, j'ai 50 000 en investissement spéculatif sur les actions, les machins, les bidules, et 10 000 € en plus à côté. Ça fait que théoriquement, je pourrais considérer l'entièreté du capital à 60 000, sans compter tous les gains latents et les gains de l'année. Donc en fait, j'investis vraiment que dalle là pour l'instant dans les cryptos, c'est vraiment mumuse. Mais après, je vais augmenter un peu tout ça, tout doucement, mais via du CFD. Voilà. Non, on ne met pas de stop, nom de Dieu. Enfin, si vous mettez du levier, stop obligatoire. Si comme moi vous mettez pas de levier, c'est-à-dire que vous avez acheté avec des vrais sous, pour moi, là, en gros guillemets, je suis stoppé, je perds tout mon argent si toutes les cryptos et tout ce sur quoi j'ai investi va à zéro. Tant que ça va pas à zéro, je perds rien, je suis pas stoppé, je n'ai pas de stop, je n'ai pas de voilà. J'attends de trouver un endroit pour le placer, mon stop. Pour l'instant, je veux qu'on trouve un putain de bottom, et tant que c'est pas fait, je peux pas gérer mon risque, ce qui fait que c'est un risque spéculatif, qui fait que je m'empêche de perdre trop d'argent non plus. Comme je vous l'ai dit, en euros, pour moi, mon stop, il est proche des 330. Si on va sous les 330, 325, ça commence à me coûter un peu d'argent et je risque soit d'alléger, encore une fois, ça me laisse toujours plusieurs options. Dans le money management, c'est pas tout noir, tout blanc. Je peux soit décider de sortir un peu des positions en perte pour pouvoir mettre le stop encore un peu plus loin, ou voilà, j'ai plein de choses à faire. Pour l'instant, j'ai quasiment une liberté quasi totale de gestion, puisque je ne suis pas du tout encore dos au mur. Alors, si tu regardes les paires face au BTC, c'est moche. XRP a bien rebondi face à BTC, mais pas face aux monnaies fiat. Oui, bien sûr. Mais vous faites comme vous voulez. Mais moi, je m'en fous. Voilà, je fais ce que je pense.
Le pari gagnant de Warren Buffett sur Apple. Oui, oui, encore une fois, Warren Buffett, il fait ce qu'il veut. Mais s'il voit court terme, c'est son problème. Le problème de Buffett, c'est que là, il trade. Il a toujours fait des bons trucs, Buffett. Il a aussi fait des énormes merdes. Mais comme c'est toujours pareil, si tu veux, les gens regardent toujours ce qu'ils veulent voir. Et comme Warren Buffett est encensé par la critique, ben on regarde toutes ses réussites, on ne regarde pas ses ratés. Moi, je te parie ce que tu veux, que s'il met un peu sur Apple, il pourra les ressortir, ses capitaux. S'il met beaucoup sur Apple, il va se retrouver engorgé dans l'entonnoir à la sortie et ça va lui coûter très cher. Bon, après Buffett, évidemment, c'est BlackRock. Enfin, c'est pas BlackRock, pardon, mais c'est... comment ça s'appelle? Ah putain, je m'énerve, je ne trouve plus. Oh putain. Bon, bref. Si tu veux, le truc de Buffett, c'est que comme le mec a des connexions énormes et qu'on sait que les marchés sont pas vraiment très fair-play, même si on manque de liquidité, tu peux être certain qu'il fera partie des mecs qui vont avoir la liquidité en premier pour sortir. Mais encore une fois, si tu as foutu des milliards, il faut qu'il y ait des milliards d'achats en face. Hein, et c'est pas facile à trouver quand on aura un marché baissier. Donc j'espère pour lui qu'il sera assez intelligent pour sortir assez vite, parce que si Apple ça part à la baisse, tu vas voir le truc. Hein. Mais voilà, mais moi déjà les échos, le jour où tu me verras lire les échos, c'est qu'il y a un problème, Eric. Les échos, c'est typiquement le genre de truc qui en plus te dit de faire n'importe quoi la plupart du temps quand il parle de gestion d'actifs. Mais c'est pas grave. Hein. Si tu veux, je te ressortirai des trucs des échos en 2015 qui disaient investissez dans le gold, nanana. Regarde ce qu'il a fait le gold depuis. Bref, parenthèse refermée. En avoir une qui s'est concrétisée sur Euroyen en 2 heures avec... Oula, alors... je suis désolé, ta question est trop spécifique. Mets-moi un graphique et tu me mets un message sur Discord avec @philerix et j'irai te dire ce que j'en pense. Mais là, sans le graphique, je vais pas me faire chier à la redessiner ici, j'ai pas trop le temps. Précision sur la paire de dames. Ah oui, ok. Oui, oui, non, mais je parlais bien d'un cas classique, tu tombes sur une paire de dames, et ce que je vous disais, c'est le problème quand tu as une paire de dames. C'est bien, tu relances au début assez fortement pour bloquer le joueur en face, enfin pour essayer de limiter le nombre d'opposants que tu vas avoir au flop, puisque évidemment 80% du temps, quand tu as une paire haute, tu vas mettre tapis au flop. Tu le sais déjà, si tu veux, la stratégie elle est déjà en place. Ce que je vous avais dit, c'est que le problème, c'est que c'est pas toi qui parles en premier, c'est le mec qui va te relancer. C'est-à-dire ton opposant, celui contre qui tu vas te battre, il te relance au début immédiatement. Il t'a même pas laissé parler, il t'a déjà relancé. Pré-flop. Toi, tu le relances une fois. Il te relance une fois et tu payes. C'est ça que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'il y a 3 relances. Il relance, tu relances, il relance, tu payes. Parce que tu ne peux pas non plus faire le couillon avec juste une paire de dames. Et tu pars pas non plus à tapis quand le mec t'a relancé la première fois. C'était ça qui était important. C'est lui qui mène la danse dès le pré-flop. Au flop tombe un roi et le mec te met tapis d'entrée de jeu. Tu es obligé de sortir. En cash game, tu es obligé de sortir. Je suis désolé. En tournoi, tu fais ce que tu veux. Tu peux prendre le risque, te dire je suis chaud, je joue un petit peu le coup du risque pour derrière me retrouver en chip lead. Mais là, tu prends le risque en cash game, tu te fais démonter et tu dis au revoir à tout le pognon que tu avais mis ce soir-là. Et ça, encore une fois, comme en trading, il ne faut pas prendre le risque de tout perdre, sauf si tu es quasiment certain de gagner. Il y a toujours une marge d'erreur, encore une fois. Et tu sais pas parce que tu vas avoir un très bon jeu que tu vas forcément gagner. Il y a le bad beat, oui, ça fait partie du truc au poker. C'est comme ça. Tout comme des fois, tu auras beau bien ficeler ton scénario, avoir une énorme conviction en trading, ben, le marché va te faire l'inverse, il va juste te péter la gueule. C'est comme ça. Ok ? Oui, alors attention, la différence c'est que quand on parle de ça, pourquoi je te me fais des tartines sur Tesla et Apple? Parce que c'est pas le même niveau d'investissement. Tesla et Apple, je les ai vendus à chacune à hauteur de 25 000 euros. Hein, donc tu vois que j'ai pas fait mumuse, comme quand je fais mumuse, à mettre gentiment un peu d'argent sur les cryptos. Et je suis tout à fait conscient que Iota et Ripple, c'est hautement spéculatif. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup moins d'argent. Alors que l'ETH me semble beaucoup, beaucoup moins risqué. C'est pour ça que c'est là que j'ai mis mon argent. Encore une fois, après, c'est une perception du risque. Mais je suis d'accord par rapport à ce que tu dis. Effectivement, je fais un petit peu peut-être de tartine sur Tesla et Apple en ce moment. Mais c'est parce que je sais qu'au bout d'un moment, ça va attirer les gens, ces conneries-là. Et que quand ça va monter, vous allez vous dire ah, j'y vais. C'est pour ça que j'insiste sur le fait, et j'espère que vous avez appris les leçons de vos cryptos, c'est exactement la même chose. Si ces deux valeurs-là montent, ça ne sera que sous le joug des bulles et ça se finira très mal derrière.
Euh, Peut-être, peut-être. On va voir. En tout cas, on a eu un été complètement inintéressant. En général, ça annonce une rentrée intéressante. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément intéressant à la baisse, hein. Mais totalement, je pense. En fait, le mois de septembre, généralement, septembre-octobre, ce sont des mois très dangereux. Tu vois, par exemple, tu as octobre 87, tu as. Merde, oh, je vais y arriver. 1929, c'était quand? Attends, je vais essayer de le voir. Est-ce qu'on a trouvé un graphique qui a suffisamment d'historique? Non. Ah si, General Electric, normalement, on devrait l'avoir jusqu'à 1929. Non. Ah ben non, oui, non, pas du tout 1929. Non, on n'arrivera pas à voir, mais donc en 87, le crash de... Il y avait quoi d'autre aussi comme crash systémique? Après, moi, très honnêtement, je pense que le contexte dans lequel on est le plus proche, c'est vraiment 87, hein. Voilà, tu vois, c'est-à-dire que dans la perception, pour moi, c'est exactement ça. C'est un marché qui pense, encore une fois, que tout va bien se passer, et d'un coup, boum, on va se prendre un truc que personne n'aura vu venir. Un bon gros crash spéculatif qui aura prévenu personne. Et on verra. Mais moi, je pense que le contexte le plus proche dans lequel on est, c'est celui-là. Et tu vois, bah, c'était ça. Voilà, septembre 87, ça chie, et boum, octobre, ça s'écroule. Donc je pense qu'on est là-dedans, moi, dans le mode où on va peut-être pousser un petit peu, là, effectivement, début septembre, ou même là, voilà, fin août. Tu vois, là, par exemple, le sommet, il l'avait fait au 15 août. Voilà. Hein, donc ça laisse à méditer. Ça laisse à méditer quant à la structure du Nasdaq, hein, voilà. Moi je te dis, je ne serais pas surpris que le Nasdaq là, il nous ait fait son sommet historique en juillet, en août, là, voilà. On se fait le sommet en août, et derrière, septembre, octobre. Voilà. Ça ne me surprendra absolument pas, hein, voilà. Et on sait qu'il y a un timing très risqué à la rentrée. Là, on va démarrer avec des valorisations très tendues. Ça laisse deux options. Je vous dis, soit à septembre, tout le monde paye, Apple, machin, et on se fait une grosse bubule jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir que les fins d'année sont aussi très propices aux bubules. Donc voilà, on va voir. Mais soit c'est fin d'année bubule et on se pètera la gueule en 2019, soit tout simplement, bah, c'est déjà game over et on ne le sait pas encore et ça ne va pas tarder à se voir. Voilà. Mais je ne sais pas, encore une fois, c'est pas moi qui fais les marchés. Alors, LTC, oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. ETC aussi, c'est ETC, USD, on va regarder rapidos. Et Litecoin, potentiel bonus à l'avant. Alors, concernant les potentiels, quelles sont tes sources? Ces produits me semblent au contraire intéressants pour les petits épargnants par leur diversité. Ouais, tu fais ce que tu veux. Mais encore une fois, dans toutes les banques, on essaie de te vendre de l'ETF, hein. Je te le dis direct, j'ai des potes banquiers et c'est le produit qu'il faut mettre en avant en ce moment. Il faut vendre de l'ETF, hein. Donc voilà, je te le dis comme ça. Tu fais comme tu veux. Je ne vais pas te donner le nom de mes potes, hein, parce que voilà. Mais tout simplement, voilà. Moi, si tu veux, je me renseigne toujours un petit peu. Et quand je vois qu'on demande tout simplement aux commerciaux d'essayer de faire investir les gens sur des ETF, je me dis qu'il y a un problème. Voilà. Mais après, c'est comme tu veux, surtout quand on sait qu'il y a un gros risque sur les ETF, que les volumes traités sont énormes et qu'en plus de ça, par exemple, Goldman te vend des ETF à ne plus en pouvoir. Ils en utilisent eux-mêmes très très peu. Voilà. Quand une banque te les vend à grand renfort de conneries et qu'ils n'en possèdent que très peu, généralement ça veut dire qu'eux-mêmes savent que ça va être mal barré le jour où ça va chier. Et encore une fois, je vous dis, ça, il n'y a qu'un professionnel qui peut vous dire ça. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, un banquier ne vous dira jamais ça, un trader particulier ne peut pas du tout comprendre ça. Moi, je vous dis, je le sais, je le sens, l'ETF, ça va être un des plus gros problèmes auxquels on va devoir faire face en phase récessive, tout simplement parce qu'au lieu de vendre une action, les gens vont se retrouver à vendre des paquets d'actions avec personne prêt à les acheter derrière. Et ça va être très gênant. Mais encore une fois, moi, mon job, c'est de penser au prochain coup. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai tort, je suis un imbécile, et vous avez compris. Et puis évidemment, le jour où ça va chuter, on dira, il avait peut-être pas tort. Et puis encore une fois, si j'ai tort, qu'est-ce que ça fait? On s'en fout. Voilà, je m'en fous. Je veux pas jouer. Mon but, c'est pas de faire Nostradamus. J'en ai rien à branler. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je fasse des gains. Donc, pour faire des gains, il faut spéculer avant les autres et se positionner avant qu'ils le fassent. Donc, moi, mon job, c'est d'anticiper ce que les gens vont faire avant qu'eux-mêmes s'en rendent compte. C'est ça mon travail. Voilà. Et je le fais, tout simplement. Je pense que les gens ne se rendent pas compte des risques, qu'on les a empilés de façon très dangereuse. On a un timing vendeur ici, soit il prend pas. Le reste, c'est une affaire de nostradamisme, de qui a tort, qui a raison, qui a la plus grosse, et tout ça, je m'en branle. C'est pas du tout mon job. Moi, mon job, c'est que là, j'ai un timing, ça respecte la stratégie, j'ai un signal, je vends, point barre. Si j'ai tort ici, je lâcherai mes stops, j'applaudirai les acheteurs, je les laisserai faire les cons dans la bubule pendant quelques mois, et je viendrai de nouveau les racler à la fin de l'année.
Voilà. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Alors du coup, on va regarder rapidos ETC et LTC. Ouf, non, moi je ne traite pas un truc pareil. Alors attends, on va regarder en daily. Ouais, alors oui, c'est pas mal. Bon, mais c'est pas mal, mais moi non. Voilà, tu vois, là ici, il y a une vraie phase de recherche de valeur, là où les autres ont vraiment fait une belle bulle et un crack. Ça, je ne traite pas, trop volatile. Et LTC USD. Ça, c'est plus intéressant. Voilà, ça a une belle structure de crack. Ça suit le même schéma que les autres. Hein. Voilà. Et là, celle-là me semble même beaucoup plus mature. Tu vois que dans la phase de crack, celle-là, il manque quand même peut-être le... Hop, tu vois, pour vraiment l'acheter à long terme, celle-là, il me manquerait, je pense, un petit spike. Mais celle-là, elle me semble vraiment pas dégueu. Hein. Voilà. Donc, pas tout de suite. Je pense que c'est trop risqué de l'attaquer comme ça. Mais elle, tac, là, elle vous fait un petit spike. Elle perd 20-30% sur un mouvement épidermique. Je pense qu'il faut acheter le mouvement épidermique. Maintenant... c'est de l'achat spéculatif, mais c'est du buy and hold. Si vous achetez derrière, vous achetez avec un bon prix, sans levier, et puis vous tenez la position longtemps, très longtemps. Mais là, pour moi, je vois vraiment une belle phase de fin de crack. C'est-à-dire que là, hop, tu vois que ça essaye, et la volatilité commence à diminuer. Donc là, c'est soit le crack est terminé, et ce truc-là va être haussier, et potentiellement à long terme, c'est-à-dire que ça va remonter doucement, franchir une résistance, hop, et après à terme se remettre haussier. Ça prendra des mois, hein, ce truc-là, encore une fois, avant de réinstaller une tendance haussière, si on est déjà dans la phase écrasement de volatilité. L'option numéro 2, c'est que ça accumule pour préparer une volatilité et tu vas avoir juste un spike baissier, une grosse attaque baissière et derrière, effectivement, plus rien à nouveau pendant plusieurs mois. Et après, ça reprendra une tendance haussière. Voilà les différentes façons de terminer un crack. Soit on écrase complètement la volate, et dans ce cas-là, ça veut dire que le volume s'écrabouille, mais les prix ne bougent pas. D'accord ? Écrasement de la volatilité, tassement de la valeur, acceptation de la valeur. C'est ça qui m'importe. Encore une fois, je veux savoir quelle est la valeur acceptée par le marché et la valeur tradée sans que les spéculateurs viennent foutre la merde. Et ça, pour l'instant, je ne sais pas, mais on y est peut-être. Rappelez-vous que dans les phases que je vous ai données du crack, quand on faisait la copie 2014, quand je vous ai dit, là, il n'y a plus de volatilité, c'est là qu'il faut acheter. Ben là, ça commence à être signe de ce que je recherche, en tout cas sur LTC. Voilà. Le problème, c'est que moi, je sens encore la tension sur les autres alts. Quand tu vois un truc comme ça, voilà, tu te dis, ouais, bon, au final, la tension, elle se calme, ça se pèse, mais au final, c'est toujours très tendu. Donc faites attention. Voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours une perception très tendue qui pourrait ramener un retour de volatilité. Maintenant, très honnêtement, moi, dans la structure, ce que je viens de voir là, le LTC, tu vois, le Litecoin, du coup, non, c'était ETC qu'on a vu en dernier, je sais plus. Je crois que c'est LTC. Ouais, c'était LTC. Moi, là, tu veux, dans la structure, on est vraiment parfait. Hein, tu vois, la phase de crack, la purge, la phase espoir, la phase espoir, et là, le désespoir et la traversée du désert. Mais là, théoriquement, c'est désespoir, traversée du désert. Les mecs en ont marre, c'est plus intéressant, ça bouge plus, c'est plus volatile. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est déclenchage de stop et derrière, effectivement, la traversée du désert. Donc là, je dirais, si tu fais du buy and hold, ok, mais il faut déjà être prêt à supporter effectivement une baisse de 20-30%. Et par contre, moi, je pense qu'un truc comme ça, tu mets un petit ordre là pour attendre à 55-56. Et je pense que ça, par contre, c'est un prix qui s'achète sans problème, quoi. Voilà, je vous le donne, je vous le dis en direct, Litecoin, je vais aller mettre un ordre là à 58 pour 2-3 000 euros minimum, parce que ici ça me semble très intéressant si ce prix-là est proposé. Voilà. Mais encore une fois, là je veux un élément épidermique et je m'en fous de savoir qui, de quoi, de pourquoi. C'est juste si là il y a un élément baissier épidermique là-dessus, je suis prêt franchement à acheter ces prix-là sans hésitation. Voilà. Pour du spéculatif, et encore une fois, sans levier. Et si jamais il se me fait ramasser et que la valeur ne vaut plus rien derrière, j'irai pas pleurer ma race, c'est le jeu de la spéculation. Voilà, allez, j'ai répondu à vos questions, bye bye, comme ça je vais essayer de tenir une émission enfin à moins d'1 heure. Je vous dis à demain.